Bonsoir et bienvenue sur Canal 3 Bénin. Les médias américains se méfient des fake news distillées dans la population relativement à la présidentielle. C'est la carte de la prudence aussi vis-à-vis des sondages qui donnent Trump et Harris toujours au coude à coude. Ambiance et nouvelles de la campagne surtout dans les rédactions sur place à l'ouverture de ce journal. Session ordinaire des membres du comité interministériel de pilotage de la politique nationale, de la décentralisation et de déconcentration. Les travaux ont démarré ce matin au ministère de tutelle pour le compte de l'année en cours. Et puis au ministère du Travail et de la fonction publique se tient aussi une session cette semaine. Celle-ci réunit le comité directeur national de lutte contre le travail des enfants. Deuxième rencontre du genre en 2024. Je l'ai dit en titre, les citoyens américains sont appelés aux urnes le 5 novembre pour désigner le prochain président des États-Unis d'Amérique, le successeur de Joe Biden, à quelques jours de ces élections présidentielles. Que disent les sondages ? Les médias américains, eux, comment font-ils face aux fausses informations en pleine campagne présidentielle? Élément de réponse dans cet extrait que je vous invite à suivre. C'est une collaboration avec VO Afrique. Alors pour ce qui est des sondages, ce sont toujours des sondages très serrés, même jusqu'à présent, alors que cette élection, de l'avis de beaucoup, d'ailleurs c'est ce que montrent les sondages, risque de se jouer sur 6 ou 7 États, ce qu'on appelle ces États clés, ces fameux swing states, comme on a l'habitude d'entendre. Il y a notamment la Pennsylvanie, où également les derniers sondages montrent que les deux candidats sont au coude à coude. Il y a le Michigan, il y a aussi le Nevada, tous ces États qui vraiment vont déterminer l'issue du sondage, où il n'est pas clair qui est vraiment devant. Dans certains sondages, il y a Kamala qui vient en tête avec 1 point, mais c'est 1 point, c'est vraiment la marge d'erreur. On ne peut pas déterminer qui est vraiment le favori, et ce qui rend cette élection assez imprévisible. Beaucoup d'analystes pensent qu'on risque de ne pas avoir de résultats au soir du 5 novembre. Mais on attend. Il peut toujours y avoir des surprises, bien entendu. Pour ce qui est des fausses informations, les médias américains font face à un défi. Il y a certainement des war rooms, comme on les appelle ici, des rédactions, au sein des rédactions qui sont dédiées à faire face aux fausses informations avec la rapidité, disons, des informations aujourd'hui. Tous les médias font face à ce problème. Donc les médias américains en sont conscients. Mais je pense que l'inquiétude vient surtout de ce qui est véhiculé à travers les réseaux sociaux, sans vraiment qu'on sache d'où ça vient. Les autorités américaines avaient prévenu que beaucoup d'informations qui étaient fausses venaient d'autres pays, citant nommément, par exemple, la Russie ou l'Iran, des informations qui, en tout cas, semblent être confirmées par beaucoup d'analystes sécuritaires, avec l'objectif, certainement, d'essayer d'influencer les résultats de la présidentielle, mais tout le monde veille un peu ici pour voir comment ces informations qui viennent d'ailleurs peuvent être filtrées, voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas. On revient sur l'actualité de la présidentielle américaine en toute fin d'édition. Mais avant, ici au Bénin, les membres du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de déconcentration et décentralisation ont tenu ce matin leur session ordinaire au titre de cette année 2024. Les travaux se sont déroulés au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. C'est le directeur de cabinet du ministre Raphaël Akotegnon qui a ouvert la rencontre. Compte rendu. Le comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration tient ce jeudi 31 octobre 2024 au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale sa première session ordinaire au titre de l'année en cours. Cette session ordinaire qui nous réunit ici, elle permettra de vous installer officiellement en tant que membre et de vous présenter les missions qui vous sont dévolues par la nouvelle politique et de partager avec vous les grandes lignes de la PONADEC 2024-2033 en attendant son appropriation
par vos soins pour son véritable suivi. Ce comité, dont vous êtes membre, a la responsabilité de coordonner la mise en œuvre de la PONADEC, de veiller à la mise en place de ces instruments et outils d'opérationnalisation, d'assurer le rapportage et le suivi de l'état d'avancement de la PONADEC. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration est l'un des outils novateurs approuvés en Conseil des ministres pour renforcer la réforme structurelle opérée dans le secteur de la décentralisation et favoriser le développement des communes. La PONADEC, document fédérateur des interventions de toutes les parties prenantes du secteur, a été relu pour prendre en compte les nouvelles orientations fixées pour le secteur. Ainsi, à l'horizon 2033, la PONADEC vise à faire des communes du Bénin des espaces bien gouvernés à économie prospère pour un développement harmonieux et équilibré du territoire national. La tenue de cette session ordinaire est une recommandation des tests qui régissent la PONADEC, invitant ses membres à se réunir par trimestre. Ils ont également pour responsabilité d'assurer la mise en œuvre effective de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration dans leurs structures respectives. Et voilà, le ministère du Travail et de la Fonction publique abrite cette semaine la deuxième session du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants. La cérémonie d'ouverture a été présidée bien sûr par le ministre du Travail et de la Fonction publique. Elle a connu aussi la participation de plusieurs autres acteurs. On suit ensemble le compte-rendu. Faire le bilan des activités menées dans le cadre du renforcement de la lutte contre le travail des enfants ces 10 dernières années et présenter la disposition pratique pour l'élaboration du rapport national sont entre autres le but de cette deuxième session du comité directeur national de lutte contre ce phénomène au titre de l'année 2024. Ces travaux réunissent les acteurs impliqués. Au cours de cette session, nous irons plus loin en voyant donc de très près ce que les premiers pas de l'Alliance 8.7 et en veignant à ce qu'un plan pour le financement des activités prévues soit donc élaboré. Donc tous ces points-là nous permettent d'aller de l'avant et de voir de très près comment nous entrons dans la bataille donc pour 2025. Au cours de cette rencontre, la ministre du Travail a rappelé les défis persistants du système de protection des enfants au Bénin. Elle a saisi l'occasion pour annoncer les projets futurs de lutte contre le travail des enfants. Sous ce chapitre, mesdames et messieurs, on vient de retenir le lancement au Bénin à partir du 1er novembre 2024 du projet du BIT sur le travail domestique et l'économie des soins. Fruit de l'aboutissement du plaidoyer mené par mon département ministériel auprès du directeur général du Bureau international du travail à Genève, ce projet qui a été élaboré par le bureau OIT d'Abidjan offre des atouts de progrès pour la lutte contre le travail des enfants dans le secteur du travail domestique. Aussi, avec le concours financier conjoint de l'UNICEF et du gouvernement de Luxembourg, le Bénin s'apprête à lancer le 14 novembre prochain à Djakotomé le projet Luxembourg dénommé « Soutien au gouvernement du Bénin pour la réalisation des droits des enfants à risque ou affectés par la traite, le travail des enfants et ses pires formes ». La représentante de l'UNICEF prenant la parole a salué le gouvernement et les autres acteurs de la lutte pour leur participation active à la cause et renouvelé l'engagement de l'UNICEF auprès du gouvernement. De l'enfant. Depuis 2019, en exemple, plus de 15 000 enfants en situation de travail ont aussi été accompagnés dans les 4 départements du Nord en situation particulièrement difficile et dans le ZOU.
Il est aussi important pour l'UNICEF de féliciter Madame la ministre pour son engagement ferme en faveur de l'application des lois contre le travail des enfants, en tant que stratégie clé devant mettre fin effectivement au travail des enfants et à ses pires formes au Bénin. Cette deuxième session du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants marque une étape cruciale dans la lutte contre le travail des enfants au Bénin. Les travaux ont pris fin ce jeudi. Santé dans cette édition, les populations de Galiel dans la commune de Malanville se sont inquiétées suite au décès de 4 personnes suspectées de choléra. Après les analyses faites au laboratoire national à Cotonou, le premier responsable de la zone sanitaire Malanville, Karim Maman, rassure, il ne s'agissait pas de cas de choléra. Eh bien, les précisions sont à suivre avec Dr Orukoukou Alsenourukoni. Il est le médecin coordonnateur de cette zone sanitaire. C'est de vous rassurer, c'est de vous rassurer. Ce n'est pas des cas de choléra. Il faut dire que la zone sanitaire Malanville-Karim Maman, c'est une zone sanitaire qui est entourée pratiquement par des fleuves. Il y a le fleuve Niger, il y a ses affluents, notamment le fleuve Sota et le fleuve Alibori. Donc nous sommes, la zone est soumise à des épisodes d'inondation répétés de façon cyclique chaque année. Donc quand nous sommes en période de pluie, nous nous attendons à ces inondations-là, dû au débordement du fleuve Niger et de ses affluents. Donc ce débordement, et les riverains qui sont à côté de ces fleuves-là vivent quand même le périple de l'eau, de ces débordements-là. Donc il faut dire que pendant cette période-là, il y a ces maladies hydriques qui surviennent dans la population. Et c'est le cas cette année de la situation que vous aurez constatée au niveau de la population de Galiel. Donc c'est des maladies diarrhéiques qui surviennent suite à les inondations. Alors, déjà, quand nous avons eu l'alerte, parce que nous avons les relais communautaires aujourd'hui, et c'est grâce à la politique nationale de la santé communautaire mise en place par le gouvernement de Patrice Talon. Donc, on a ces relais pratiquement dans tous les villages, et qui font la surveillance, qui font la prévention, les sensibilisations de prévention et de promotion dans les ménages. Donc, vous voyez, donc ces relais nous ont notifié la situation de cas de diarrhée et vomissement dans le village de Galiel. Donc rapidement, nous avons une équipe d'intervention rapide. Ça, c'est une équipe qui est mise en place, constituée multidisciplinaire, constituée des agents d'hygiène, de tous les cliniciens, de tout ce qui est laborantin et tout. Donc nous descendons rapidement sur le terrain pour voir la situation. Et arrivé là-bas, suite à ces cas, nous avons fait des prélèvements. Donc ces prélèvements ont été envoyés au niveau national et où la technique a été faite et puis c'était autre germe que le choléra. Donc il y avait plus de peur que de mal. Donc il y a plusieurs germes en réalité qui donnent des signes de diarrhée et de vomissement dans la communauté. Mais le germe redoutable, c'est le choléra. C'est ce qui fait peur à la population. Et dès qu'il y a des cas de diarrhée et vomissement, en même temps, la population, à cette hantise-là, ils pensent déjà au choléra. Mais là, c'est déjà les caractéristiques des selles. Donc vous voyez, le choléra, c'est des selles avec des caractères eau de riz qui viennent de façon profuse, sans arrêt. Donc avec une déshydratation qui survient de façon brutale. Donc vous voyez, ici, ce n'est pas le cas. Déjà, les caractères des selles nous ont orienté un peu. Et quand l'analyse a été faite au niveau national, la hantise même, c'est d'isoler vraiment le germe, voir d'abord que ce n'est pas le germe du choléra. Donc, ce qui a été fait. Donc, la recherche de ce germe-là au niveau du laboratoire national est négatif. Donc, il y a d'autres germes maintenant. Ils peuvent avoir de l'Escherichia coli, ils peuvent avoir, en tout cas, il y a plusieurs germes. Il y a pu avoir des virus également, donc, dont même nous faisons la vaccination aux enfants. Donc, c'est plus des diarrhées virales. Donc, ou déjà avec un traitement symptomatique, c'est-à-dire réhydrater les gens avec des sels de réhydratation orale, la situation rentre dans l'ordre.
Clarification du médecin coordonnateur au micro de Stanislas Fernand Lanlozet. 27 millions de francs CFA, montant global des prix d'excellence dénommés la ceinture et la route de la soie. Ils sont octroyés à la soirée mardi dernier organisée par l'ambassade de Chine près le Bénin avec l'appui du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Une cinquantaine d'étudiants ont reçu des chèques allant de 400 000 à 1 million de francs CFA. La cérémonie s'est tenue au Centre culturel chinois à Cotonou. Esther Tofa. Je me rappelle que lors de la visite officielle du président Talon en 2018, lors de sa première rencontre avec le président Xi, il a présenté son ambition, son programme de la construction du changement du pays du Bénin. Un pays africain, petit pays, pauvre, sans ressources naturelles. Comment faire développer, faire changer ce pays? Son programme, c'est la gouvernance. Une bonne gouvernance à travers l'exploration des ressources humaines, c'est-à-dire de l'intelligence béninoise, une intelligence culturelle, civilisationnelle, de tradition, renommée dans la sous-région. 6 ans sont passés. Depuis 2016, ça fait déjà 8 ans et demi. Le Bénin a beaucoup changé. Je suis un témoin de ce changement. Le boulevard de Marina, une fois arrivé ici, on ne se croit pas ici qu'on est en Afrique. La place Amazon est, si je ne me trompe pas, est la plus grande place publique populaire de l'Afrique. Ce que j'aime le plus, c'est que dans la nuit, les jeunes couples, les enfants, les familles qui sont dans la place. Ça démontre le bonheur du Bénin. Les résultats obtenus sont faits à travers une bonne gouvernance, une gouvernance d'excellence. Eh bien, voilà, vous l'avez compris, c'était là la réaction de l'ambassadeur de Chine sur la gouvernance du président Patrice Talon à l'issue de ces années qu'il a faites au Bénin. C'était à l'occasion d'une cérémonie sur laquelle nous allons cette fois revenir. C'était la cérémonie de la remise de prix relative à la route de la soie. C'était en présence des autorités en charge de l'enseignement supérieur au Bénin. Suivons. 54 lauréats venus des différentes universités publiques du Bénin ont reçu cette année le prix de l'excellence, la ceinture et la route de la soie. Initiative de l'ambassade de la Chine près le Bénin, cette bourse a pour but de permettre aux étudiants qui se sont distingués à travers leur excellence de poursuivre leur cursus. 2 grandes catégories ont été récompensées pour la 6e édition de cet événement. Il s'agit donc des prix ordinaires qui récompensent les 3 meilleurs étudiants des filières dites prioritaires à l'économie nationale. Et la 2e grande catégorie regroupe les prix spéciaux suivants. Prix de la meilleure lauréate de l'université. Prix du meilleur lauréat ou de la meilleure lauréate vivant avec un besoin spécifique. Prix spécial innovation, donc meilleure innovation technologique. Prix meilleur étudiant bourse master, pour ne citer que cela. Mais depuis l'année passée, nous avions ajouté à ces prix spéciaux un prix spécial dénommé prix spécial de la ministre, qui récompense donc la meilleure fille dans une filière scientifique qui a fait montre d'une prouesse exceptionnelle. La ministre de l'Enseignement supérieur et les recteurs des universités présents ont félicité les lauréats et remercié l'ambassadeur de la Chine pour ses prix. En bonne mère, la ministre Ladécan a invité les bénéficiaires à en faire bon usage.
je voudrais compter sur vous. Sachez que ces fonds qui sont mis à notre disposition et qui vont être renforcés, si je comprends bien l'engagement de son Excellence et de toute l'équipe ici, sachez que ça vient de quelque part et sachez que nous avons la responsabilité de démontrer que ces partenaires ne se sont pas trompés en mettant en place cette initiative. Je compte sur vous. L'esprit de cette route de la soie, c'est de partage, c'est de connexion. Donc, le partage des visions, des stratégies, la connexion infrastructurelle pour faciliter les échanges personnels, les échanges financiers, les échanges des intellectuels. Ça, c'est l'idée de l'initiative La ceinture à la route. Les étudiants bénéficiaires des différents prix n'ont pas manqué de gratitude envers les donateurs. La cérémonie de remise des prix était également l'occasion pour la ministre et la communauté universitaire de dire au revoir à Peng Jingtao en fin de mission au Bénin. Mais mon cœur reste toujours ici avec les amis pénitentiaires. On en est maintenant au lancement officiel de la stratégie nationale d'inclusion financière ce matin au Palais des Congrès de Cotonou. Les acteurs impliqués dans cette vision du gouvernement de faciliter l'accès à tous les services financiers réfléchissent à la familiarisation avec le contenu des textes et les axes prioritaires. Tout est conduit par le secrétariat permanent de la SNIF et les réflexions durent une demi-journée. Reportage. La dynamique de la transformation économique et sociale du Bénin se concrétise progressivement avec cette volonté du gouvernement de créer un environnement d'accès facile aux services financiers et d'épargne. Les parties prenantes à la matérialisation de la stratégie de cette inclusion financière s'approprient les axes prioritaires en vue de favoriser sa mise en œuvre. La SNIF est le fruit de nombreuses concertations avec des parties prenantes et elle vise à transformer notre système financier en un levier d'inclusion sociale et de croissance économique. Cette stratégie ambitionne de toucher les couches les plus vulnérables de notre population, à savoir les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les salariés, les travailleurs informels, les PME et en particulier ceux qui vivent en milieu rural. Les performances de notre pays en matière d'inclusion financière sont relativement bonnes. Les derniers rapports produits par les institutions régionales de surveillance en sont le témoignage. Cependant, les fruits espérés de cette performance sont toujours attendus. La stratégie nationale d'inclusion financière est la réponse nationale dont se dote le Bénin, notre pays, pour faire évoluer les choses dans la bonne direction et dans le bon sens. Elle est le fruit d'une ambition collective, de travaux collaboratifs et concertés entre le secteur public et le secteur privé, avec l'accompagnement des institutions régionales de surveillance ainsi que de nos partenaires techniques et financiers. Le Bénin dans cette politique d'assurer une gamme diversifiée de produits et services financiers à coût abordable s'est tourné vers le Luxembourg dont il bénéficie du soutien. La BCEAO qui, de son côté, porte un regard global sur les pays de la sous-région, laisse entendre que le Bénin est bon élève en matière d'inclusion financière. La BCEAO se réjouit des mesures prises par l'État béninois pour offrir aux différents acteurs impliqués un cadre approprié pour une plus grande efficacité et une cohérence de leurs initiatives en matière d'inclusion financière. De manière spécifique, le Luxembourg accompagnera le secrétariat permanent, principalement dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme national d'éducation financière, ainsi que l'opérationnalisation de l'Observatoire de la qualité des services financiers pour s'assurer qu'un service financier de qualité soit fourni à la population béninoise. À travers ces différents appuis, nous espérons que l'objectif global du programme FinNov sera atteint, à savoir, et je cite, « contribuer à la réduction de la pauvreté des populations du Bénin ». Les commis à cet atelier, à travers leurs discussions, poseront les bases d'un système financier inclusif, innovant et durable. Les travaux durent une demi-journée.
La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé dans le jardin de l'institution une séance de dégustation des mets et produits alimentaires locaux. L'objectif est de mettre en valeur les Made in Bénin. La séance de dégustation a eu lieu en présence du vice-président de l'institution consulaire et bien évidemment d'autres responsables. Le point. Déguster, mais aussi découvrir. C'est l'exercice auquel sont conviés ces hommes et femmes. Et pour leur satisfaction, plusieurs stands d'exposition sont apprêtés ici. Mieux, les exposants présentent volontiers leurs produits. Nous faisons des vanzous en conserve, du purée de piment, mais surtout le bataki de chez nous, qui est en conserve. Vous avez des biscuits faits à base d'orange locale. Vous aurez des vins à base d'ananas qui existent en 3 variétés. Il y a le sec, le demi-sec et le moelleux. Il y a aussi le vin de café et produit à partir du café. Nous transformons le sodabi, nous l'arrangeons avec les fruits et épices. Ici, vous avez l'aphrodisiaque, gingembre, piment, le gingembre simple, l'ananas simple, le mix ananas gingembre, celui à la mangue, cannelle et des éditions limitées, sushi, azomébé, date citron. Nous avons ici, par exemple, nous utilisons la feuille de manioc que nous transformons en farine mélangée avec d'autres céréales pour empêcher les enfants d'être anémiés. C'est plein de calcium et ça évite directement l'anémie aux enfants. Nous avons des farines pour adultes. Ça, le délice de Souchet, une farine très très appréciée par les adultes pour son goût, pour sa texture et tout. Le Souchet qui est plein de fibres. Et tout ce qui est fibre est bénéfique pour l'organisme. Donc vous prenez une tasse de cette bouillie le matin et vous êtes sûr déjà d'avoir apporté à votre organisme l'essentiel dont il a besoin pour bien fonctionner. Les visiteurs se sont laissés séduire par les saveurs authentiques des produits locaux. Après dégustation, la satisfaction se lit sur les visages, illustrant l'engagement des Béninois à promouvoir le Made in Bénin. Cette initiative rappelle l'importance de consommer local pour soutenir les producteurs, mais aussi contribuer au développement économique du pays. On revient sur cette actualité internationale. Je vous l'ai promis, eh bien, les deux candidats à cette présidentielle américaine continuent de mobiliser les électeurs. Hier mercredi, Rodriguez Inobé, sur place aux États-Unis, a assisté à un meeting, à une mobilisation de Kamala Harris, la candidate démocrate, la vice-présidente en poste suivant. La campagne électorale bat son plein aux États-Unis et les états-majors des différents candidats jettent toutes les forces dans la bataille, une bataille qu'on peut qualifier de finale. La particularité aux États-Unis au cours d'une élection présidentielle, c'est que tous les coups sont permis, on peut tourner en dérision son adversaire, ce qui est quasiment impossible et inimaginable chez nous au Bénin. Sur le terrain, nous étions ce mercredi en Pennsylvanie, plus précisément à Philadelphie. Kamala Harris était en meeting dans cet État. La Pennsylvanie, c'est un swing state, un État indécis où beaucoup d'électeurs hésitent encore. Gagner la Pennsylvanie, c'est faire un pas de plus vers la Maison-Blanche et Kamala Harris l'a si bien compris. Écoutons ce qu'elle a dit au cours de ce meeting. All right, so now is the time to remind our neighbors and our friends to make a plan to vote in person on election day or to return your mail ballot. And Pennsylvania, if you still have a mail ballot, you can take it to a ballot drop box or an election office in your county by 8 p.m. on election day. Let's spread the word and ask folks to go to iwillvote.com if they need more information. Kamala Harris ne ménage aucun effort pour inciter ses partisans à se rendre aux urnes. Il en est de même du côté de son adversaire principal, Donald Trump. Il était, lui, en Caroline du Nord ce mercredi, un État
clé aussi dans cette course à la Maison-Blanche. Fidèle à son habitude, le candidat républicain s'est beaucoup plus appesanti à déconstruire les propositions de son adversaire, mais il a aussi profité pour faire des promesses qui se résument depuis le début de la campagne à mettre fin à l'inflation, à stopper l'invasion des migrants et surtout ramener le rêve américain à sa juste valeur. Demain, nous mettrons le cap sur la capitale Washington DC qui est coincée entre les États de Maryland et de la Virginie. Nous prendrons le pouls de l'élection dans ces États, mais aussi nous essaierons de pousser notre carnet de route vers la Caroline du Nord où était Donald Trump ce mercredi. Rodrigue Zenobe de Philadelphie pour Fraternité FM. Merci d'avoir suivi ce 19h30. Au revoir.